La spintronique, discipline récente, est en train de révolutionner la microélectronique. Après avoir permis de multiplier par 100 en 10 ans la capacité de stockage des disques durs, la spintronique s'attaque désormais aux mémoires d'ordinateur. Les mémoires actuelles, comme la SDRAM, stockent l'information sous forme de charges électriques. Elles sont volatiles, car elles perdent leurs données dès que le courant est coupé. Grâce à la spintronique, les mémoires, appelées MRAM, vont pouvoir stocker l'information de façon non volatile sous la forme d'une direction d'aimantation. Les mémoires MRAM sont composées de cellules qui enregistrent les bits d'information. Chaque cellule possède 2 électrodes métalliques séparées par un isolant, l'ensemble formant ce que l'on appelle une jonction tunnel. Les électrodes sont magnétiques, c'est-à-dire qu'elles sont polarisées dans un sens ou dans l'autre, selon le spin des électrons. Un effet de magnétorésistance similaire à la magnétorésistance géante est alors observé, à savoir une variation importante de la résistance électrique de la jonction lorsque les directions d'aimantation des électrodes varient. Lorsqu'elles sont parallèles, un courant électrique, qu'on appelle le courant tunnel, passe. C'est l'état 0. Lorsqu'elles sont inversées ou antiparallèles, le courant ne passe pratiquement plus. C'est l'état 1. Pour lire l'état d'une cellule mémoire, il suffit donc de mesurer l'intensité du courant qui passe à travers les électrodes. L'épaisseur de la barrière isolante entre les 2 électrodes est de l'ordre de 1 à 2 nanomètres, soit quelques plans atomiques. À cette échelle où domine la physique quantique, il reste encore beaucoup à apprendre des propriétés magnétiques des matériaux, surtout aux interfaces. Pour ce type de recherche, la photoémission résolue en spin est une technique unique et puissante proposée sur le synchrotron Soleil par la ligne Cassiopée. Les photons arrivent ici par cette branche de la ligne de lumière et viennent éclairer l'échantillon dans la chambre de mesure à l'intérieur du cylindre doré. Dans la gamme UV-X mou, les photons arrachent aux atomes de l'échantillon les électrons qui sont le moins liés à ces atomes, c'est-à-dire les électrons proches du niveau de Fermi, le niveau de Fermi étant le dernier état d'énergie occupé par les électrons. Les photoélectrons émis par l'échantillon sont triés en énergie dans l'analyseur hémisphérique. Il y a 2 mesures, le spectre de photoémission classique et la polarisation des électrons. Celle qui nous intéresse, c'est la polarisation des électrons mesurée par le détecteur de Mott qu'on voit ici, en dessous. Le détecteur de Mott permet de discriminer les électrons, c'est-à-dire de compter ceux de spin up et ceux de spin down en fonction de l'énergie. L'échantillon est composé de 2 électrodes de fer magnétiques séparées par une barrière isolante d'oxyde de magnésium. La technique de la photoémission résolue en spin va permettre de comprendre comment les propriétés magnétiques sont modifiées aux interfaces. Rappelons que c'est une technique de surface sensible au premier plan atomique. Le comptage de tous les électrons proches du niveau de Fermi arrachés aux atomes de fer et de magnésium fournit le spectre de photoémission classique. La discrimination de ces électrons par le détecteur de Mott montre que le nombre d'électrons de spin-up et de spin-down est différent. C'est cette différence qui donne lieu à la polarisation. On voit que vers -5 eV par rapport au niveau de Fermi, il y a presque autant de spin-up que de spin-down et la polarisation est quasi nulle. En revanche, vers -1 eV, on compte plus d'électrons de spin-up que d'électrons de spin-down, ce qui donne une polarisation de 30% environ. C'est bien entendu le niveau de polarisation qui fixe les performances d'un tel système. Il s'agit donc d'identifier tous les paramètres susceptibles d'influencer la polarisation, et ils sont nombreux.